Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Waro consacrée ce mois-ci à la période du postpartum. C'est une étape dont on parle encore très peu. Les premières semaines, les premiers mois après l'accouchement, parfois encore plus dur que l'accouchement lui-même selon les femmes. Si les situations et les aspects psychologiques selon les femmes sont différentes selon les femmes, le corps, lui, met au moins 1 an à se remettre de la grossesse et de l'accouchement. Et Elodie est avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Effectivement, on parle beaucoup de la grossesse et des difficultés liées à l'accouchement, mais très peu de la période qui suit. Pourtant, c'est une période qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines femmes. D'ailleurs, regardez, Aurélie est allée dans la rue à la rencontre de quelques personnes et vous verrez qu'elles sont peu nombreuses à savoir vraiment de quoi il s'agit. Non, je ne sais pas ce que c'est la période du postpartum. Jamais entendu parler. Non, je ne sais pas ce que c'est. J'en ai jamais entendu. Est-ce que vous savez ce que c'est la période du postpartum? Moi, ce que je sais, c'est que c'est en rapport avec les mamans, les femmes enceintes, voilà, les mamans qui viennent d'accoucher. Après, je sais pas trop. Je sais pas, comme j'ai jamais entendu parler. Donc, tu n'as jamais entendu parler du postpartum? Non. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Non, on n'a jamais parlé de ça. Notre génération n'a jamais parlé de ça. Donc vous savez pas ce que c'est. Non, on ne sait pas c'est quoi ça. Oui, peut-être que je sais. Je crois que c'est la période après l'accouchement. Donc, Elodie, on l'entend, hein, le terme de postpartum n'est finalement pas connu. Alors, explique-nous concrètement ce qu'est exactement cette période du postpartum. Alors, le postpartum, comme son nom l'indique, c'est la période après l'accouchement. Ensuite, on n'est pas tous d'accord sur la définition de la durée du postpartum. Certains vont dire que ça dure à peu près 6 semaines après l'accouchement. D'autres, on l'appelle le 4e trimestre de grossesse, donc 3 mois après l'accouchement. Et puis, certains disent que ça va durer des années. On peut aussi, pour résumer, dire que c'est la période entre la naissance et le fameux retour de couche. Donc, ça veut dire le retour des règles après la naissance pour la femme. En tout cas, c'est une période qui est propre à chaque femme et c'est le temps qu'il va falloir au corps et au psychologique, au cerveau, pour se remettre de la naissance d'un enfant. Donc, vous l'avez compris, durant cette période, la femme et le couple vont connaître les bouleversements et des changements physiques, psychologiques et sociétaux également. Et chacun va devoir trouver sa place durant cette période. Exactement, parce qu'en fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Bien sûr, il y a tous les changements que tu as évoqués. Tu connais le dicton « avant j'avais des principes, maintenant j'avais des enfants ». Maintenant, j'ai des enfants. C'est surtout ça, en fait, le postpartum. C'est cette multitude de questions-là qui vont arriver. On ne fait pas forcément tout comme nos mères, comme nos grands-mères, comme nos copines. Et puis, souvent, on se sent un peu jugé dans ses choix ou moins bonne. On a du mal à prendre des décisions parce qu'on veut tout le meilleur pour nos enfants. Et puis, parfois, on ne sait pas où se situe le meilleur. Donc justement, l'occasion pour nous de répondre à plusieurs questions comme l'importance des visites postnatales pour maman et pour bébé, comment gérer cette période avec sérénité ou encore comment accueillir son nouveau corps. Mais il y a bien sûr beaucoup d'autres interrogations, tu l'as dit Elodie, et qui sont différentes en fonction des femmes et en fonction de cette période. Et justement, c'est l'occasion pour nous ce soir d'en parler. Donc déjà, dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Alors concrètement, dans le corps de la femme, au niveau physique, juste après l'accouchement, il y a la plaie placentaire dont on avait parlé la dernière fois. Donc ça va saigner, il va y avoir un écoulement de sang assez abondant par le vagin pendant à peu près 1 mois, voire 6 semaines chez certaines femmes. Donc on perd du sang, donc on est fatigué. Plus on vient d'accoucher et on a un bébé qui, je le rappelle, se réveille souvent la nuit. Parce que dans le ventre, il faisait tout en noir, donc jour-nuit, le bébé, il ne connaît pas. On croit tous que les bébés, ça dort énormément, mais ce n'est pas forcément vrai. Ensuite, il y a tout ce qui est douleur. Les douleurs au bassin, liées à l'accouchement, puisque le bassin, il a bougé pendant la naissance. Les douleurs au niveau du périnée, en fonction si ça a été déchiré, si on a eu une épisiotomie. Les douleurs parfois aussi au niveau de l'anus, avec des hémorroïdes liées à la poussée ou au poids du bébé sur le petit bassin. Pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement et pendant la grossesse. Les douleurs au sein, liées à l'allaitement, mais pas que. Même quand on n'allaite pas, parfois il y a des montées de lait et puis ça peut faire mal. Donc il y a quand même pas mal de douleurs. Ce nouveau corps à gérer qu'on ne reconnaît plus,
Parce qu'avant, on avait un gros ventre, mais il y avait un bébé dedans. Maintenant, alors soit il y a le syndrome du ventre vide, ce ventre-là dans lequel il n'y a plus de bébé, ou alors un ventre flasque, on ne voit toujours pas nos pieds, mais on est quand même un peu, oui, un peu moins musclé et un peu plus flasque qu'avant d'être enceinte. Donc, c'est des choses qu'on peut en parler avec le médecin si ça nous inquiète, si on a peur, si on ne sait pas comment le gérer, tout ça, cet aspect physique. On peut en parler avec le médecin, avec sa sage-femme. Oui, ça va déjà être abordé pendant le séjour à la maternité et ensuite durant les visites postnatales qui sont pour la mère et pour l'enfant, ça va être important de pouvoir échanger et c'est important aussi de regarder que tout se remet correctement, que l'utérus reprend bien sa place, que les plaies ne s'infectent pas, que l'allaitement se passe bien, qu'il n'y ait pas d'infection qu'on peut remarquer au niveau des pertes de sang, et puis que la mère arrive quand même à se reposer et à trouver sa place et à établir son rôle de mère avec une bonne relation mère-enfant. Donc justement, cette relation mère-enfant, c'est quelque chose que vous regardez lors des consultations avec maman et bébé. Et justement, nous avons pu participer et filmer une de ces consultations dans le cabinet d'Élodie, qui est elle-même sage-femme à Poigny-Mier. Je vous propose de le regarder. Alors aujourd'hui, c'est la visite des 3 semaines de bébé Ophélie. Donc c'est la visite classique des pesées une fois par semaine le premier mois pour évaluer la bonne prise de poids et le bon développement de l'enfant. Alors dis-moi, comment elle va ? Très bien, très bien. Ça va bien. Elle prend que le sein tout seul. Les tétés, ça se passe bien. Elle fait bien pipi, bien caca. Elle dort bien. Toi, comment ça va, Djemila ? Ça va. Tu arrives à manger normalement ? Tu arrives à dormir ? Concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant ces consultations? Très concrètement, il y a tout ce qui est pesée, mesure, soins techniques, vaccination. Et puis, il y a tout ce moment d'échange et d'entretien en fait, avec le papa, la maman ou le couple pour voir comment ça se passe à la maison. Il y a aussi le dépistage de la dépression postpartum, voir un petit peu si on a une maman qui se sent totalement débordée, totalement épuisée. Nous, ensuite, on a des grilles et des échelles pour évaluer en fait, s'il s'agit ou non d'une dépression postpartum, par exemple. De lait là. Tu peux mettre ton lait dessus. Hein. Tu prends un peu du lait, tu mets dessus. Oui. Là, on regarde la poursuite oculaire. Voilà. Il fait froid en ce moment. On a plein de bébés enrhumés. C'est froid, ma puce. C'est un moment où on peut observer aussi en silence le contact maman-bébé, juste voilà, observer la maman quand elle déshabille son bébé, comment ça se passe, si elle est à l'aise. 3 kg 910, donc elle a super bien pris Ophélie. Bravo à toutes les deux. On regarde un petit peu le tonus, donc elle est encore petite, hein, elle a 3 semaines, on n'attend pas qu'elle tienne super bien sa tête, mais on regarde un petit peu comment elle se comporte. Si elle cherche à me regarder, voilà, c'est le cas là. Elle me regarde quand je parle. Donc elle établit un contact, il y a des interactions. Ça vous rassure tout ça? Oui, très bien. Surtout pour la maison aussi, parce qu'elle a des frères et sœurs et puis ils parlent ensemble. Allez, bonne journée et à la semaine prochaine. Donc finalement, Élodie, il y a beaucoup de choses à gérer. Hein. Dès qu'on rentre à la maison avec bébé, il y a le suivi médical, une visite une fois par semaine. Il y a la fatigue, il y a le quotidien, surtout s'il y en a d'autres enfants à la maison. C'est normal de se sentir dépassé, de se sentir fatigué, surtout si on a d'autres enfants à la maison. Bien sûr, c'est totalement normal de se sentir épuisé, débordé, fatigué. Et puis, je pense qu'il faut dire qu'on a le droit de le dire parce que dans l'imaginaire collectif, déjà, ça s'appelle le congé maternité, alors que c'est pas du tout un congé. Hein. La femme, on croit qu'elle est à la maison et qu'elle ne fait rien. Mais comme on le disait tout à l'heure, un bébé, ça dort pas 24 heures sur 24. Ça dort même finalement très peu ou par petites périodes. Donc dans tout ça, la femme, il faut qu'elle continue le quotidien de la maison, gérer les aînés, gérer tout ce qui est paperasse, les différents rendez-vous pour la mère, pour l'enfant et la rééducation du périnée, par exemple. Et puis oui, voilà, c'est fatigant et on est débordé, c'est normal. Et puis, il y a toute cette gestion des émotions, puisque quand on vient d'accoucher, on vit des grands bonheurs très intenses. Le moindre petit souci, parfois, prend une ampleur phénoménale. Il y a vraiment des changements dans les émotions, avec des émotions qui sont labiles, et ça aussi, c'est normal.
Justement, ça, c'est les changements, on va dire, hormonaux. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps dès qu'on a accouché bébé? Les hormones ne sont plus les mêmes. Non, dès qu'on accouche, en fait, il y a une chute hormonale, donc les hormones de grossesse qui chutent. Et on l'a dit dans l'émission sur la grossesse, les hormones, c'est ce qui nous joue des tours parce que ça régule aussi nos émotions. Et là, souvent, juste après l'accouchement, la grosse chute hormonale entraîne un petit état dépressif là, qui va durer quelques heures, maximum quelques jours, qu'on appelle le baby blues. Ça aussi, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a aussi tous les grands questionnements. On devient, en fait, ce petit être-là qui vient de naître, il est totalement dépendant de nous. H24, on est quand même les mammifères qui faisons naître le bébé le moins abouti. Les autres, un petit poulain, un petit agneau, ils vont marcher tout de suite. Nous, il va mettre 1 an pour pouvoir marcher. Donc, en fait, il est dépendant de nous pour tout. Et puis, parfois, ça peut être un peu oppressant. Et puis, il passe toujours avant nous aussi. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Donc, tu l'as dit, tu as parlé de baby blues, mais certaines personnes à qui j'ai posé la question autour de moi ont associé postpartum à dépression postnatale. Est-ce que finalement, c'est la même chose? Non, alors vraiment, le baby blues, c'est lié à la chute hormonale. C'est un état dépressif qui arrive souvent près de l'accouchement et qui est passager. Avec une maman parfois, souvent même c'est à la maternité, la nuit, les angoisses ressortent la nuit au moment du coucher, qui vont dire mais pourquoi j'ai fait un enfant, je vais jamais y arriver, j'en suis pas capable, voilà, qui se sentent débordées. Et puis 30 secondes après, ah mais il est magnifique, et à nouveau elles sont en phase on, donc c'est un peu ça, être on-off, les quelques heures ou jours qui suivent la naissance. Tandis que la dépression postnatale, c'est une maladie mentale, qui va arriver souvent bien plus tard, c'est plutôt plusieurs semaines après la naissance. Avec une maman, les signes, c'est une maman qui n'a plus du tout d'énergie, qui pleure tout le temps, qui n'a plus envie de s'occuper de son bébé, qui n'a plus envie de s'occuper d'elle-même, qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à manger. Et donc ça, c'est beaucoup plus sévère. Ça se soigne, mais il faut que ce soit dépisté. Donc on a des grilles, comme je disais, pour le dépister. Il faut oser en parler, ça touche quand même quasiment 25%, entre 17 et 25% des femmes, selon les études. Et ça se soigne, effectivement, ça se soigne, mais il faut que ce soit dépisté et qu'on puisse en parler. Ça peut aller jusqu'au suicide. Et ces consultations qu'on a pu voir à l'instant dans le reportage, c'est aussi l'occasion de poser des questions à la maman pour effectivement pousser plus loin la réflexion. Est-ce que tu es fatiguée au point de ne plus pouvoir t'occuper de ton enfant? Oui, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous dépister à chaque consultation. Et puis, il faut reposer la question à chaque fois, puisque ce qui était vrai aux 2 mois de l'enfant ne sera peut-être plus vrai aux 3 mois de l'enfant, voir aussi s'il y a eu des chamboulements. Il y a des couples qui se séparent pendant le postpartum, il y a des décès familiaux qui font que ça va créer des facteurs de risque supplémentaires qui peuvent engendrer une dépression postnatale. D'où l'importance d'en parler avec son professionnel de santé. Nous avons rencontré Anna, qui, elle, nous raconte la période qui a suivi l'accouchement de son fils unique. Et elle nous raconte comment elle a vécu cette période. On l'écoute. Pour moi, personnellement, ça évoque une différence de conception de la vie et ça se traduit par l'abandon complètement de mes anciens habits, à renouveler ma garde-robe. Tout donner, tout mon linge que j'ai eu avant la grossesse et pendant la grossesse, et je devais tout leur donner et renouveler toute ma garde-robe pour pouvoir accepter ma nouvelle responsabilité de maman. C'est peut-être un stress de s'occuper de quelqu'un. Il fallait que je sois bien avant de s'occuper de lui. Donc je pense que ça s'est traduit par cette façon de faire, cette pratique de tout laisser. Pourtant, la responsabilité, je savais que c'est une responsabilité que je l'aurai jusqu'à ma mort, quoi. Donc ça, je l'avais compris, mais c'est juste, il faut que je lui laisse en plus de la place. C'est pour ça que j'avais besoin de faire ce vide-là, de se passer, pour pouvoir entamer ma nouvelle vie de maman. Donc, Élodie, on vient d'entendre Anna. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est vraiment propre à chacun, mais c'est important ce qu'elle dit. C'est le poids en fait de la responsabilité qui va nous incomber en fait jusqu'à notre mort, parce que même quand nos enfants sont majeurs, on restera des parents et on aura toujours peur pour eux. Et c'est normal d'avoir peur constamment pour ses enfants. Ça, c'est normal aussi. On n'en parle pas beaucoup. Par contre, si la peur elle prend toujours le dessus et qu'on ne peut plus rien faire, il faut quand même consulter. Et donc, ça va être différent en fonction de chaque femme.
Il y en Elle a a- eu besoin de le matérialiser par je donne tout. Changement de garde-robe, peut-être pour avoir une garde-robe de maman maintenant et se mettre dans d'autres habits pour intégrer son nouveau rôle de maman. D'autres, ça va être changer de coupe de cheveux. Après, elle dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est que pour bien s'occuper de nos bébés, on a besoin que nos réservoirs à nous, ils soient pleins. Ça, c'est souvent un schéma que j'utilise pour les mamans. Si votre batterie, elle est à plat, vous avez plus d'énergie, vous ne pouvez pas vous occuper de votre bébé et donc vous allez moins bien le faire. Donc Il faut- justement, on a des conseils. Tu as peut-être des conseils pour aider celles et ceux qui nous regardent, ces nouveaux parents qui nous regardent et qui se disent tiens, ben, moi aussi je vis cette situation. Comment est-ce qu'on peut les aider? Oui, déjà pour ce qui est de la fatigue, le meilleur conseil, c'est dormez en même temps que vos enfants. C'est pas grave si vous mangez des pizzas surgelées, si la maison n'est pas bien rangée, si c'est pas toujours nickel. Dormez quand ils dorment. Après, c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui n'ont pas de faculté pour dormir en journée ou faire des siestes. Et puis, il y a cet état aussi d'hypervigilance. On l'a dit, on a toujours peur. Et quand on vient d'être maman, si on est toute seule avec le bébé, mais est-ce qu'il va bien respirer? On va se relever 10 fois, voir s'il respire. Est-ce que si je m'endors maintenant, il ne va pas se réveiller dans 10 minutes pour manger et donc ça va me réveiller? Voilà, un état d'hypervigilance qui est fréquent, c'est hormonal aussi. Mais par contre, si ça dure dans le temps, on va avoir des parents épuisés. Parce on parle beaucoup des mamans, mais parfois ça peut être aussi éprouvant pour les papas. Si c'est le cas, donc que vous vous rendez compte que vous êtes dans cet état-là d'hypervigilance et que vous n'arrivez pas à débrancher quand votre bébé est là, il faut confier le bébé à une personne de confiance 2-3 heures pour pouvoir vraiment avoir un sommeil réparateur de qualité. Ensuite, ne restez pas isolés. Parlez-en à vos copines, à la famille, aux autres mamans. S'entourer en fait d'autres mamans qui ont des bébés du même âge, ben, c'est bien, c'est rassurant parce qu'on voit qu'on est toutes dans la même Il ne galère. faut pas se comparer. Mais il ne faut pas se comparer et chacune va à son rythme et on n'a pas toutes les mêmes enfants. Et c'est pas parce que vous avez un enfant qui pleure beaucoup, par exemple, ou qui se réveille souvent la nuit que vous faites quelque chose de mal. C'est que voilà, il est comme ça. Et souvent, les gens vont vous proposer de garder le bébé, mais c'est pas forcément ce dont on a envie parce que, par exemple, quand on allait, il y a quand même une fusion mère-enfant et on propose rarement aux gens de leur apporter des plats tout prêts à manger, de leur faire quelques heures de ménage, de s'occuper des aînés. Donc ça, pour l'entourage, ça peut être une bonne idée à suggérer, accompagner la nouvelle maman sans forcément garder le bébé. Ou alors garder le bébé à l'extérieur pour qu'elle puisse rester tranquille chez elle. Parce que parfois, on veut garder nos bébés et on nous met dehors. On n'a pas du tout envie d'aller au resto ou chez l'esthéticienne. On a envie d'être peinard chez soi, comme avant. Donc, venez faire le ménage à la maison, venez faire la C'est ça. cuisine pour que maman puisse se reposer un tout petit peu. C'est l'occasion aussi, pendant ces visites, Élodie, de parler de contraception et finalement de sexualité. Oui, la contraception, on essaye de l'aborder déjà pendant la grossesse pour que les couples aient le temps de réfléchir, puisque dès qu'on accouche, on peut retomber enceinte très rapidement. On parle souvent du fameux retour de couche, mais on oublie que le retour de couche, c'est le retour des règles, ce qui veut dire qu'on a ovulé environ 15 jours avant. Et si on tombe enceinte sur cette première ovulation, les règles ne vont jamais revenir. Et c'est ce qu'on appelle les bébés retour de couche avec des enfants qui ont très peu d'écart parce que les mamans elles sont retombées enceintes tout de suite. Donc il est important souvent à partir de la visite des 1 mois du bébé que la femme ait à nouveau une contraception ou que le couple ait une contraception si on ne veut pas 2 enfants très rapprochés. Et donc on va parler aussi de la reprise des rapports sexuels après l'accouchement. Donc, quelles sont les recommandations pour Il y a- la sexualité? Il n'y a pas vraiment de recommandations majeures. Ça va être vraiment, comme tout le temps en matière de sexualité, quand on est prêt, quand on en a envie. Une femme qui a eu une césarienne, elle va avoir un périnée intact, alors qu'une femme qui a eu 15 points de suture au niveau du périnée, elle aura peut-être des douleurs et elle n'aura pas envie de reprendre des pénétrations rapidement. On conseille quand même souvent d'attendre la fin des pertes vaginales pour limiter le risque d'infection. Et puis, la sexualité, c'est pas que la pénétration, c'est pas que le rapport sexuel, mais c'est important quand même de prendre du temps pour soi, pour se retrouver en couple. Le couple parental, c'est une chose, et puis il y a aussi le couple amoureux, c'est important. Oui, aussi, Élodie, cette période du postpartum, c'est aussi l'occasion de parler de toute la partie juridique, toute la partie administrative, quel nom on donne au bébé, comment on fait les démarches. Et c'est aussi source de stress, d'inquiétude, de questions. Et justement, nous avons pu poser la question à Julie Beroy, qui est juriste. Elle nous conseille sur le nom du bébé. Quel nom pour votre enfant? Le nom de l'enfant découle de sa filiation, c'est-à-dire du lien juridique qui rattache un enfant à ses parents. Biologiquement,
on sait qui sont les parents. Juridiquement, le lien avec l'enfant doit être établi, soit par un acte volontaire, la reconnaissance, soit par une présomption, filiation maternelle ou mariage, soit par une procédure adoption, action en reconnaissance de paternité ou possession d'État. C'est le ou les liens de parenté qui apparaissent dans l'acte de naissance. Si un parent seulement a reconnu l'enfant, il portera le nom de ce parent, souvent le nom de la mère. Si les couples sont mariés, l'établissement de la filiation d'un enfant est automatique. C'est ce qu'on appelle la présomption de paternité. Et l'enfant portera le nom marital. Mais automatique n'est pas systématique et la présomption peut être écartée. L'enfant peut porter le nom de la mère seule ou le nom du père, qui n'est pas le mari. Dans tous les autres cas, quand il y a deux liens de filiation établis, le nom de l'enfant dépendra tout d'abord du moment où le lien de parenté avec le second parent a été établi. L'établissement de la filiation peut se faire en même temps avec les deux parents au moment de la naissance de l'enfant. Mais il peut aussi se faire en décalé, quand par exemple le père n'est pas présent à l'accouchement. Si c'est le cas, le père peut établir après le lien juridique avec l'enfant. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Mais cette reconnaissance n'entraîne pas systématiquement le changement de nom de l'enfant. Deuxièmement, le nom de l'enfant dépend également de son statut, droit commun ou statut civil coutumier. Si l'enfant est de droit commun, il peut porter le nom du père ou celui de la mère ou les deux noms accolés, séparés par un tiret dans l'ordre que les parents ont choisi. Si l'enfant est de statut civil coutumier, il ne pourra porter qu'un seul nom, celui du clan auquel il est rattaché, maternel ou paternel. Dans tous les cas, il est possible, lors de la minorité de l'enfant, de changer le nom. Si l'enfant est de droit commun, un seul parent ne peut pas changer le nom de l'enfant. Les deux parents doivent se rendre à la mairie pour faire une déclaration conjointe de changement de nom. Si l'enfant est de statut civil coutumier, la démarche se fait auprès de l'officier public coutumier. Alors vérifiez votre acte de naissance et celui de votre enfant et renseignez-vous. Quel que soit le mode d'établissement de la filiation, il y a différentes possibilités et droits qui vous appartiennent en tant que parent. Beaucoup de questions, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, pour conclure, Élodie, tu vas nous présenter un livre dans les outils dont tu disposes, un livre qui pourrait aider, qui peut aider les mamans et les papas à mieux vivre cette période du postpartum. Alors, il y a une multitude d'outils, il y a des super podcasts, des BD, plein de super bouquins parce que quand même, on commence à parler de plus en plus du postpartum. Moi, j'aime beaucoup La vie rêvée du postpartum d'Anna Roy, qui est sage-femme, qui est aussi chroniqueuse dans les maternelles sur Arte ou sur France 5. Voilà, elle a beaucoup d'humour et puis c'est une sage-femme qui donne tous ses petits tips, tous ses petits conseils pour passer cette période. Et surtout, elle nous dit que c'est tout à fait normal d'être débordée, de passer du rire aux larmes, d'avoir l'impression qu'on ne va pas y arriver et que vous êtes toutes formidables, on est toutes des super mamans. Chacune fait à sa façon et n'oubliez pas, il y a 1000 façons de bien faire. Donc tant que votre enfant il est en sécurité, qu'il a à manger, qu'il a de l'amour, tout va bien. On arrive au terme de cette émission. Élodie, merci pour ce bel outil. En résumé, on a vu qu'il est important d'être préparé, d'être bien entouré et ne pas hésiter à demander de l'aide, accueillir vos émotions et accepter que tout ne soit pas parfait. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission dans laquelle nous parlerons du deuil périnatal.